Bien, ça a démarré. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire consacré au FNE Formation. Tout le monde m'entend? C'est bon? Parfait. Alors, je me présente. Je suis Stéphanie Bess. Je suis en charge du pilotage de FNE Formation pour OpcoEP en binôme avec Anouk Lenquier qui est à mes côtés aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Voilà. À nos côtés également, l'équipe de la communication, Erika Marzinski, Laura Rode et Audrey Lefebvre, sans qui nous n'aurions pas pu organiser ce webinaire. Et c'est elles qui sont en charge du déploiement du plan de communication qui a démarré mi-juillet. On va attendre peut-être 1 ou 2 minutes que tout le monde soit arrivé. Je ne vois pas. Je pense qu'on peut peut-être rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous le savez, le FNE Formation a pris un petit peu de retard. Annoncé au printemps 2023, en avril 23, ce n'est réellement que cet été qu'on a pu concrétiser et finaliser son lancement. OpcoEP a reçu la convention signée avec le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion le 8 août. Donc, nous avons... Vous êtes nombreux aujourd'hui à avoir répondu présent à cette invitation. Donc, pour nous, ça marque tout l'intérêt pour le dispositif et les attentes. Et nous ressentons vraiment la même chose du côté des entreprises. Concernant, nous avons d'ores et déjà, on va dire, reçu plus d'une centaine de demandes de prise en charge. Elles sont à l'instruction de nos équipes de proximité en région et on devrait pouvoir engager les premiers dossiers, les premiers financements au plus tard début de semaine prochaine. Donc, comment ça va se passer là, pendant cette heure que nous allons passer ensemble? Dans un premier temps, on va dérouler la présentation qu'on a préparée. Ça va durer à peu près une demi-heure. Et dans un second temps, sur la seconde demi-heure, nous le consacrerons aux questions-réponses que vous aurez posées dans le chat. Donc, n'hésitez pas à alimenter le chat au fil de l'eau. Nous reprendrons vos questions dès qu'on aura terminé cette présentation. Donc, la présentation, donc on va vous présenter rapidement les chiffres clés de l'OpcoEP. Ensuite, on va s'attarder sur les grands principes du FNE et les priorités. On refera un petit retour en arrière sur le FNE 2021-2022 avec les chiffres un petit peu spécifiques à OpcoEP. Et ensuite, le point qui sera important, c'est comment les entreprises vont pouvoir déposer leur demande de prise en charge auprès de notre OpCo. Un petit lien avec l'offre de services de l'OpcoEP plus globale et particulièrement l'offre de transition écologique et énergétique. Et donc, si tout se passe bien, sur la seconde demi-heure, nous passerons aux échanges. Donc, on rentre OpcoEP. Donc, OpcoEP, pardon, je suis allée un peu trop vite. OpcoEP est véritablement l'OpCo des entreprises, des TPE-PME, qu'on peut regrouper autour de 3 grands secteurs que sont l'artisanat, les professions libérales de santé et de droit et les services de proximité, les métiers de la proximité. OpcoEP, c'est 53 branches professionnelles, plus le secteur de l'interprofession. Par interprofession, on entend les entreprises qui n'appliquent pas une convention spécifique, une convention collective spécifique, et dont l'activité se rapproche d'une des 53 branches de OpcoEP, et évidemment, dont la contribution est versée à OpcoEP. Ces 53 branches, ça représente 2,4 millions de salariés, 434 600 entreprises, donc 99% d'entreprises de moins de 50 salariés, donc de TPE-PME. En 2022, OpcoEP a traité 179 500 contrats en alternance, dont 161 000 en apprentissage.
Les missions principales de l'OPCOEP, la première mission évidemment est d'accompagner l'ensemble de nos entreprises et leurs salariés dans la mise en œuvre du plan de développement des compétences. Deuxième grande mission, c'est que OPCOEP est un acteur essentiel de promotion de l'alternance et ça passe évidemment par le financement des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation et tout le travail de relationnel et de partenariat que nous avons avec les entreprises, les OF et les CFA, organismes de formation. Troisième grande mission, l'accompagnement des 53 branches professionnelles et du secteur de l'interprofession sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les certifications professionnelles. Je vais passer sur les 53 branches dont vous avez la liste. Donc, du coup, vous l'aurez si vous souhaitez faire le replay, mais surtout, cette liste, elle est téléchargeable sur le site internet de l'OPCOEP. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce qui fait la force de l'OPCOEP, surtout, c'est son réseau de proximité qui est fortement implanté puisqu'il y a 96 implantations territoriales sur le territoire national et dans les DROM. En 2022, notre OPCO comptait 1127 collaborateurs, dont 200 conseillers présents sur l'ensemble des départements. Il y a au moins un conseiller par département présent physiquement. Nos conseillers ont assuré plus de 68 000 rendez-vous en entreprise. 1500 prestataires de formation ont été rencontrés. Et notre centre d'appel a répondu à 635 000 appels entrants. Donc là, maintenant, on va véritablement rentrer dans le vif du sujet avec les grands principes du FNE. Donc, les objectifs, je pense que vous avez déjà vu ces deux phrases que nous avons repris, notamment des documents publiés par le ministère du Travail. Les objectifs du FNE est bien d'assurer le maintien de l'emploi et de favoriser l'employabilité des salariés, d'accompagner les entreprises face aux mutations économiques et de soutenir leur compétitivité. Entre 2020 et 2022, le FNE était encadré par un régime d'exception, un régime temporaire qu'on appelait le RETA, ce qui permettait aux entreprises une prise en charge jusqu'à 100% du coût du projet, avec des thématiques qui étaient de formation éligible qui étaient très très larges. Aujourd'hui, on parle véritablement d'un FNE transformé, donc qui s'inscrit dans une politique de croissance durable. On n'est plus dans une situation de crise, on ne répond plus à une situation d'urgence. Et ce FNE, il est recentré sur l'adaptation des compétences des salariés aux enjeux donc, des transitions écologiques, des transitions alimentaires et agricoles, de la transition numérique. Et en complément, la Coupe du monde de rugby 2023, donc, qui démarre demain soir, France-Nouvelle-Zélande, allez les Bleus, et les Jeux olympiques et paralympiques d'été 2024. Donc là, on va beaucoup s'attarder sur le cadre juridique applicable. Pour commencer, le FNE formation, il s'inscrit dans le cadre du Code du travail et de la loi relative à la formation professionnelle, notamment la loi du 5 septembre 2018. Donc, vous avez plusieurs articles auxquels on fait référence, mais je voudrais en rajouter un qui est l'article R 6316-6 du Code du travail qui précise, alors là, je cite, je vais lire mon texte, l'OPCO veille à l'adéquation financière des prestations achetées, aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués. Ce point est d'ailleurs rappelé dans la convention que nous avons signée avec l'État. Je voudrais aussi insister et faire un petit rappel concernant la formation hors temps de travail. Vous le savez, le temps passé en formation dans le cadre du plan de développement de l'entreprise constitue du temps de travail effectif. Donc, la formation impulsée par l'employeur, elle doit se dérouler pendant le temps de travail, pendant le temps effectif. Cependant, le Code du travail, il accorde une petite souplesse, à savoir qu'un salarié peut suivre une formation hors temps de travail, mais dans la limite de 30 heures par an, et avec le consentement, l'employeur doit impérativement recueillir le consentement écrit du salarié. Donc, en fait, il faut que nous ayons une vigilance, particulièrement pour les salariés qui travaillent à temps partiel, et notamment
Et donc, si on se retrouve dans un cas où des salariés doivent suivre la formation hors temps de travail, il est évident que l'entreprise, elle ne peut pas demander une prise en charge au titre de rémunération. Elle ne peut demander une prise en charge qu'au titre des coûts pédagogiques. Pour en revenir vraiment strictement au FNE, on a un texte spécifique qui est l'instruction des GEFP parue le 21 avril 2023. Cette instruction, elle pose le cadre général, mais elle laisse la possibilité aux OPCO d'ajuster les critères de prise en charge. Donc, je vais vous citer l'article 7 de cette instruction qui est « Les conseils d'administration paritaire des OPCO peuvent décider de toute mesure visant à optimiser la gestion des ressources qui leur sont confiées, y compris en précisant les priorités d'accès au FNE, les conditions de prise en charge des actions de formation. Ceci explique qu'il y ait quelques disparités d'un OPCO à l'autre, particulièrement sur la prise en charge des frais annexes et des rémunérations. » La troisième référence réglementaire qui est incontournable par rapport au FNE, donc il y a un FNE qui est très très encadré, c'est le RGEC, le régime général d'exemption par catégorie. Donc ce régime, c'est un régime européen avec toutes les exigences et la complexité qu'implique la réglementation européenne. Donc, je reviendrai sur la diapositive suivante, on reviendra sur les taux d'intervention impliqués par le régime RGEC. Quand on parle de FNE, de fonds publics, il y a deux principes fondamentaux qui s'imposent et qui sont vraiment déterminants, que sont le principe d'incitativité et le principe d'additionnalité. Donc, concernant le principe d'incitativité, on peut le résumer en une phrase qui serait « je n'aurais pas pu faire sans cette aide ». Donc, pour le dire autrement, l'entreprise n'aurait pas pu conduire son projet de formation sans l'obtention de l'aide. Ça entraîne une chronologie cohérente entre la demande d'aide, le moment où l'entreprise demande son aide, et sa mise en œuvre. Je vais le dire encore autrement, c'est-à-dire que la logique, c'est la suivante. Si une entreprise, elle engage son action alors qu'elle a, avant même d'avoir demandé une aide, ça veut dire qu'elle n'avait pas besoin de l'aide pour la réaliser. Donc, l'entreprise ne peut pas démarrer une action de formation avant d'avoir demandé l'aide, sinon il est inutile qu'elle demande de l'aide parce qu'on ne respecte pas ce principe d'incitativité qui est vraiment très, très important. Le second principe, c'est le principe dit d'additionnalité. Là aussi, je vais vous le résumer en une phrase. Cette aide me permet de faire davantage. Je vais vous donner un exemple. Si l'entreprise prévoyait de former l'ensemble de ses salariés sur 3 ans, grâce à l'aide de l'État, du FNE, elle va pouvoir accélérer sa transformation digitale, sa transformation numérique, écologique, en formant tous ses salariés sur une année, donc dans une période beaucoup plus courte. Ça veut dire qu'une entreprise qui aurait fait la formation de toute façon, on va dire, sans condition de volumétrie, de durée, elle n'est pas éligible au FNE. Et on va faire aussi le lien avec les formations obligatoires et les formations d'adaptation au poste. Ce principe d'additionnalité fait que ces formations obligatoires et d'adaptation au poste ne peuvent pas être éligibles au FNE. En fait, le FNE, il doit répondre à un effort exceptionnel de l'entreprise. Donc, vous le voyez, le FNE il est vraiment très, très encadré. Donc, les OPCO, indirectement, les entreprises et les organismes de formation vont faire l'objet d'un contrôle des services de l'État, un contrôle de la Commission européenne, et ce, 2 à 3 ans après sa réalisation, sur la base de dossiers qui sont échantillonnés par le financeur. Donc, il est vraiment très, très important de respecter ce cadre. Maintenant, nous allons passer au régime général d'exemption par
catégories et les taux d'intervention de l'aide publique. Donc, ce régime, il est applicable jusqu'au 31 décembre 2023. Il connaîtra une évolution à compter de janvier 2024. Donc, le taux d'intervention, il va varier en fonction de la taille et de la situation de l'entreprise, à savoir de son chiffre d'affaires et de son total du bilan. Le taux, il varie de 50 à 70% suivant la taille de l'entreprise. Donc, 50 pour les petites entreprises, 50 à 249 salariés, les moyennes entreprises, 60%, plus de 250, 50%. Et même pour une moyenne de 50 salariés, ce n'est pas forcément automatiquement 70%, puisque si elle a un chiffre d'affaires qui est supérieur à 10 millions d'euros, elle va basculer sur un taux à 60%. Donc, il est essentiel, on ne peut pas automatiser l'application d'un taux à 70, 60 ou 50%. Il faut vraiment regarder le chiffre d'affaires et le total du bilan. Concernant l'effectif à retenir, il faut se baser, la référence, c'est l'effectif en équivalent temps plein, issu des déclarations des entreprises et notamment de la déclaration sur le bordereau formation professionnelle continue. Moi, je tiens à noter que c'est une pièce qui est le bordereau de contribution à la formation professionnelle. C'est une pièce qui est fréquemment demandée par les auditeurs lors des contrôles. Concernant la définition de l'entreprise, il faut toujours se référer à la référence communautaire pour bien définir la taille de l'entreprise. Petite vigilance aussi concernant les grandes entreprises, les groupes d'entreprises, puisqu'il va falloir cumuler les effectifs de l'ensemble des établissements. Alors, dans le cas du FNE, l'État a ouvert la possibilité, et du RGEC, on a la possibilité de financer les coûts pédagogiques, les frais de salaire et les frais annexes. Le conseil d'administration de OPCO-EP du 29 juin 2023 a acté pour une prise en charge des frais de salaire à hauteur de 12 € hors taxes par heure par salarié et en non prise en charge des rémunérations. Alors, les 4 priorités, je pense que vous les connaissez tous. Ça fait un petit moment quand même qu'il y a de la communication de l'ensemble des OPCO et de la DGEFP. Donc, 3 priorités de transition structurelle que sont les transitions écologiques et énergétiques, les transitions alimentaires et agricoles, les transitions numériques. Et une priorité dite de transition conjoncturelle que sont les 2 grands événements sportifs internationaux qui vont se dérouler en France sur 2023-2024. Au regard des besoins et des intentions de formation des 53 branches de OPCO-EP, il a été décidé que OPCO-EP se positionne sur les 4 priorités. 4 priorités de thématiques, mais aussi 2 priorités transverses, à savoir priorité aux TPE-PME et priorité aux seniors. Par seniors, on entend les 55 ans et plus. Sur ces 2 points, la DGEFP n'a pas fixé d'objectifs chiffrés aux OPCO. En fait, ce qui nous est demandé, c'est vraiment d'informer, de sensibiliser les entreprises, de les inciter à envoyer en formation principalement les salariés des TPE-PME et les salariés seniors. En 2021-2022, OPCO-EP, sur son enveloppe FNE, c'est 92% de TPE-PME qui ont bénéficié de l'aide publique. La moyenne inter-OPCO était à 34,2%. Concernant les salariés seniors, OPCO-EP, à travers le FNE, a permis à 9% de salariés seniors de partir en formation. Éligibilité des entreprises. Toutes les entreprises relevant du champ de l'OPCO-EP sont éligibles au FNE formation, avec tout de même une exception que sont les entreprises en difficulté. Donc, je vous renvoie vers le RGEC pour la définition européenne de ce qu'on entend par une entreprise en difficulté. C'est entreprise en difficulté au sens communautaire. Et on va y retrouver notamment les entreprises qui sont en redressement ou à liquidation judiciaire. Elles ne sont pas éligibles au FNE. Le FNE n'est pas là pour se substituer à un plan de sauvegarde de l'emploi ou à un autre dispositif. Donc, dans le cas d'une demande de subvention, l'entreprise va devoir justifier que la transition entraîne une transformation notable de son entreprise.
Un argumentaire est écrit dans le dossier de demande de subvention. L'entreprise doit justifier que chaque action d'information qu'elle inscrit dans la demande de subvention accompagne la transition qui a été retenue. Chaque situation d'entreprise est unique et elle doit être analysée de façon vraiment très personnalisée. Même au sein d'une même enseigne, d'un même groupe, de différents établissements, la situation elle peut varier en fonction de la situation géographique de l'établissement, de son historique, par exemple. Donc, un argumentaire, il ne peut pas être complètement copié-collé, dupliqué d'un établissement à l'autre, même s'ils appartiennent à un même groupe. Alors, les stagiaires éligibles. Tous les salariés sont éligibles, avec une exception. Les salariés sous contrat de travail en alternance, donc les jeunes en contrat d'apprentissage ou les contrats de professionnalisation. Ainsi qu'autre exception, ce sont les salariés appelés à quitter l'entreprise dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'une rupture conventionnelle collective. Donc, ça rejoint ce qu'on a vu dans la diapositive précédente. Qui dit stagiaire, dit salarié de l'établissement au sens de la sécurité sociale. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas retrouver sur une demande de subvention FNE des personnes, des stagiaires qui ont le statut de dirigeant non salarié, les collaborateurs sous statut profession libérale, des agents commerciaux indépendants, donc pour faire référence à une des branches portées par OPCOEP, on en retrouve beaucoup dans le secteur de l'immobilier, les fonctionnaires et les intérimaires. Alors, les intérimaires, je ne peux pas dire qu'ils ne soient pas éligibles au FNE, cependant, je vous renvoie vers l'OPCO, dont la branche de l'intérim est rattachée. Voilà. Les salariés sous contrat, l'entreprise, lorsqu'elle fait une demande de subvention FNE, elle s'engage à maintenir le salarié en contrat de travail pendant toute la durée de formation. Si elle ne respecte pas cet engagement, elle s'expose à un risque de reversement. Donc, il est vraiment impératif, particulièrement pour les salariés en CDD, que l'entreprise les maintienne jusqu'au bout de la formation en poste. La durée de la formation, elle est limitée à 12 mois. Maximum, grand maximum. Donc, si une formation commence le 9 septembre 2023, elle se terminera au plus tard le 8 septembre 2024. C'est la date de l'accord de prise en charge de l'OPCO qui marque le début du parcours de formation de 12 mois. Et la date vraiment limite des parcours de formation sur les fonds du FNE formation 2023, ce sera le 31-12-2024. Concernant la priorité 4, donc relative aux événements sportifs, les formations qui vont accompagner les deux grands événements. Donc, le parcours de formation, il doit se terminer le mois qui précède l'événement sportif. Il pourra cependant y avoir une petite exception avec, par exemple, lorsqu'il s'agira de valider une formation certifiante et que le salarié aura un dernier module de formation à suivre avec l'événement pour aller jusqu'au bout de sa certification. Mais encore une fois, c'est une analyse au cas par cas de la situation de l'entreprise et des stagiaires qui va permettre de faire ou pas, d'avoir un petit peu de souplesse sur cette priorité 4. Alors, les formations non éligibles, alors là, la liste, elle n'est vraiment pas exhaustive, hein, vraiment pas. Ce qui est sûr, c'est que les formations qui répondent strictement à l'obligation de sécurité de l'employeur de type SS, sauveteur sécurité du travail et habilitation électrique ne sont pas éligibles. Les formations relatives à la prévention des risques professionnels, tout ce qui a trait à la bureautique, Word, Excel, PowerPoint ne rentre pas dans les priorités transition numérique. Tout ce qui est recyclage de formation, notamment les formations logicielles ou des évolutions de logiciels, l'entreprise, elle prend la V2 du logiciel, ça ne va pas être éligible parce que, en fait, on ne répond pas au principe d'additionnalité. Ça signifie que l'entreprise, si elle est juste sur un recyclage, elle faisait déjà. Donc, ça n'apporte rien de plus. Les permis, la FIMO, FCO, les CACES. Mais je vous le redis, la liste que vous avez sous les yeux n'est vraiment pas exhaustive. Le calendrier. Pour OPCOEP, la prise en charge n'interviendra que pour les formations qui auront démarré à compter du 1er juillet 2023. Et évidemment,
sous réserve que le dossier de demande de subvention respecte le principe d'incitativité et soit totalement éligible au FNE Formation. La date limite de dépôt des demandes de prise en charge complète sur l'espace Mes services en ligne des entreprises est le 30 novembre 2023. Vous l'avez vu, la prise en charge, elle intervient maximum à hauteur de 70% du coût pédagogique. Par conséquent, il va y avoir une contrepartie financière de l'entreprise. OPCO EP va envoyer des appels de fonds pour le versement volontaire des entreprises correspondant à cette contrepartie. La date limite pour envoyer ces appels de fonds sera le 15-12-2023, côté OPCO EP. Par conséquent, il est évident que les entreprises, il faut absolument qu'elles aient versé leur contribution versement volontaire, grand maximum autour du 20 décembre, puisque la date limite d'engagement des fonds côté OPCO EP sera le 22 décembre 2023 dans notre système d'information. Date limite de fin de formation 31-12-2024. Et surtout, la date limite de fin des paiements, c'est le 31 janvier 2025, puisque nous devons remettre au plus tard le 30 mars 2025 un bilan consolidé à la DGEFP. Quelques spécificités. Donc, 2021-2022, le FNE Formation, l'enveloppe allouée au OPCO EP a permis de former près de 52 000 bénéficiaires. Plus de 44 000 dossiers de formation ont été traités. Ça représente 50,7 millions d'euros. Plus de 8 000 entreprises, avec un coût moyen de formation autour de 1 000 euros. Les branches qui ont été les plus consommatrices du FNE Formation entre 2021 et 2022, vous le voyez, c'est la branche des entreprises privées des services à la personne. En seconde position, l'immobilier, la coiffure en troisième, boulangerie-pâtisserie et l'activité interprofessionnelle. Alors, je vous l'ai déjà dit un peu plus haut, donc le conseil d'administration a acté la prise en charge d'un forfait rémunération à hauteur de 12 € hors taxe par heure par salarié, si tant est que la formation se déroule bien pendant le temps de travail. Et je vais rajouter une petite précision aussi. Il se peut qu'on ait encore quelques entreprises qui déposent des demandes et qui aient des salariés en chômage partiel. Dès lors qu'un salarié est en activité chômée, la prise en charge du forfait rémunération ne peut pas intervenir. Pas de prise en charge des frais annexes. Alors, il y a une spécificité concernant OPCO EP, c'est pour les entreprises donc, qui relèvent du champ de l'interprofession. Il y a une enveloppe qui a été débloquée et qui va permettre de mobiliser la contrepartie financière, donc des 70, 60, 60% en contrepartie pour toutes les entreprises du champ de l'interprofession, avec un plafond à 5 000 € par entreprise, peu importe leur taille. Mais cette prise en charge, elle ne porte que sur le coût pédagogique exclusivement et pas sur la partie rémunération. Et donc, ça va permettre à nos entreprises qui relèvent du champ de l'interprofession d'avoir une prise en charge jusqu'à 100% du coût pédagogique. Le dépôt des demandes de prise en charge au sein de OPCO EP. Donc, toute demande de subvention doit faire l'objet d'un échange entre l'entreprise et son conseiller. D'ailleurs, je pense peut-être que vous avez déjà vu, le ministère a bien précisé ce point dans le question-réponse FNE Formation 2023 qui est paru le 21 août dernier. Donc, comment ça se passe? Le conseiller, il va informer, accompagner l'entreprise, étudier le besoin en formation et accompagner l'entreprise jusqu'au dépôt de sa demande de prise en charge. Ce dossier de demande de subvention, il est impérativement instruit et visé par les responsables projet en région. Sans cette instruction et le visa du responsable projet, les fonds ne seront pas engagés. L'entreprise, une fois que son dossier a été instruit, qui lui a été retourné avec le visa du responsable projet de sa région, elle va pouvoir ensuite déposer sa demande de prise en charge sur son espace Mes services en ligne. Pour chaque action de formation, il y a une demande déposée sur Mes services en ligne, même si la demande elle comprend plusieurs actions. Et donc, on l'a déjà vu, le dépôt des demandes complètes
doit être déposée sur cet espace Mes services en ligne au plus tard le 30 novembre 2023. Je vais rajouter quelque chose, c'est que lorsque l'entreprise elle dépose sa demande sur son espace Mes services en ligne, elle doit impérativement joindre en pièce téléchargée le dossier de demande de subvention qui a été visé par le responsable projet en région à sa demande. Alors, vous avez un support d'ores et déjà disponible sur le site internet de l'OPCO-EP, le dossier de demande de subvention FNE. Et vous avez une fiche pratique qui est un recto verso qui peut être très bien vous servir de support vis-à-vis des entreprises. Les pièces à fournir au moment de la demande, c'est bien évidemment un programme détaillé, une proposition commerciale, un devis, une convention de formation. Et l'entreprise va devoir aussi nous transmettre le bulletin de salaire de tous les stagiaires, le bulletin de salaire qui précède le dépôt de la demande de prise en charge. Exception pour les salariés pour laquelle l'entreprise ne peut pas fournir de bulletin de salaire et qui vont intégrer l'entreprise le mois du démarrage de la formation. Dans ce cas-là, exceptionnellement, l'entreprise pourra fournir une attestation d'emploi. Les pièces nécessaires au règlement. Donc, les attestations de formation nominatives, c'est une attestation par salarié, ou les feuilles d'émargement signées par demi-journée par les stagiaires et le formateur. Les relevés de connexion pour les formations à distance pourront être également demandés. La facture de l'organisme de formation si la subrogation de paiement a été mise en place. On vous invite évidemment à rappeler le numéro du dossier, l'intitulé de formation pour qu'on puisse faire au plus vite le rapprochement avec le dossier. S'il n'y a pas subrogation de paiement, l'entreprise devra nous transmettre la facture acquittée. Et l'entreprise, elle devra fournir les bulletins de salaire correspondant à tous les mois de formation pour l'ensemble des stagiaires. Et ce, avant même le paiement du prestataire de formation, qu'il y ait subrogation de paiement ou pas. Donc, tant que l'entreprise ne nous aura pas transmis les bulletins de salaire, nous ne pourrons pas débloquer le paiement de la facture. Des points importants, la prise en charge, elle interviendra au regard d'un coût horaire par salarié. Il n'y aura pas de prise en charge d'un coût groupe. Nous prenons exclusivement un coût horaire par salarié. Toute sous-réalisation donnera lieu à une proratisation du financement, y compris à l'absence d'au moins un stagiaire sur une action. Il suffit qu'il y ait une seule heure qui n'ait pas été réalisée par un stagiaire, nous devrons la proratiser. L'OPCO doit payer les heures réellement réalisées. Donc, l'entreprise va devoir informer OPCO de toute modification, que ce soit un changement de stagiaire, un report de date ou autre, et ce, avant même le démarrage de l'action de formation, la date prévisionnelle, celle qu'elle a saisie sur son espace Mes services en ligne. Si tel n'est pas le cas, si on n'a pas été prévenu, qu'on est prévenu alors que l'action a démarré, la modification, elle sera refusée. FNE et offre de services plus globale, et particulièrement le lien avec la transition écologique énergétique. Depuis la loi climat et résilience promulguée le 28 août 2021, la transition écologique est devenue un axe stratégique à part entière pour les OPCO, pour OPCO-EP particulièrement, et cette loi confie aux opérateurs de compétences la mission, donc là je cite, d'informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique, notamment sur l'analyse et la définition de leurs besoins de compétences. C'est dans ce cadre que OPCO-EP déploie une offre de services dédiée à la transition écologique et énergétique avec 3 grands volets. Un volet d'information des branches, des entreprises et des salariés sur le sujet de la transition écologique et énergétique. Un deuxième volet qui est l'appui aux branches dans la définition de la stratégie de gestion des compétences. Et le troisième volet, c'est là où on va faire le lien avec le FNE formation, c'est d'accompagner les entreprises dans le cadre du développement des compétences. C'est en fait cette offre de service, elle devrait... on en est persuadé, permettre de donner une véritable impulsion au FNE formation. Et
pour toute cette offre de services transition écologique, évidemment, c'est le conseiller, là aussi, qui est au cœur de l'entreprise pour l'accompagner et l'informer. Donc, j'en ai terminé avec cette présentation. Je vous propose de passer aux questions dans le chat. Donc, Anouk, dis-moi. Donc, voilà, il est 15h05. Je pense qu'on a respecté à peu près le timing. Parfait. Du coup, il y a quand même quelques questions qui ont été sélectionnées. Du coup, la première. Bonjour. Est-ce que le FNE est exclusivement pour les projets de formation d'accompagnement aux transitions écologiques, numériques et agricoles alimentaires? Stéphanie, je pense que tu avais répondu à ce cadre de la présentation. Voilà, il faut que l'entreprise justifie que la formation mise en œuvre accompagne une de ces 3 transformations et avec le volet complémentaire pour accompagner un des 2 grands événements sportifs. Est-ce qu'un dossier FNE peut être refusé même si toutes les conditions sont réunies? Si toutes les conditions sont réunies, non, on ne pourra pas le refuser. Est-ce que la prise en charge est la même si la formation se déroule à distance ou est-ce idem à une formation en présentiel? Non, c'est la même prise en charge. On va appliquer le taux d'intensité de l'aide. On va regarder le coût pratiqué, évidemment, par l'organisme de formation. On va regarder que les dates correspondent bien, qu'on a bien affaire à 100% des stagiaires sous statut salarié, etc., etc. C'est ce qu'on appelle l'instruction. Donc, toute l'éligibilité. Si un dossier est éligible, que la formation soit à distance ou en présentiel, il n'y a pas de différence d'application du taux. Y a-t-il des cofinancements prévus pour les 30% restants? Donc, des cofinancements, le seul cofinancement possible, ça peut être il ne peut pas y avoir de financement public en face du FNE formation. Ça ne peut être qu'un financement privé, d'où le versement volontaire des entreprises. Autre possibilité, ça pourrait être de la contribution conventionnelle des branches, mais concernant OPEP, à ce jour, les branches ne sont pas positionnées sur une contrepartie sur la contribution conventionnelle. Et vous l'avez vu, sur la partie, sur l'activité interprofession, il y a possibilité pour l'entreprise d'aller mobiliser une enveloppe de 5 000 € maximum sur la partie coût pédagogique. Quel est le régime RGEC? Ça pareil, je pense, Stéphanie, que ça a été répondu. La question a été posée avant que tu l'abordes dans le cadre de ta présentation. Hein. Oui, voilà. Donc voilà, régime général d'exemption par catégorie, donc qui va permettre de réglementer les aides pour préserver la libre concurrence voilà, sur le marché. Donc d'où la réglementation à 50, 60, 70%, comme l'a présenté Stéphanie. Bonjour, nous sommes organisme de formation et nous lançons la campagne FNE. Vous me confirmez que si une entreprise veut une formation digitale, marketing et langue, cela fonctionne? On ne peut pas répondre de manière aussi systématique, puisque vraiment, c'est l'argumentaire de l'entreprise. Il faut que l'action de formation justifie que l'entreprise, elle est en pleine transformation et que la formation va accompagner cette transformation. Peut-être qu'une formation sur les réseaux sociaux de 2 jours ne sera pas suffisante pour justifier de l'éligibilité au FNE. C'est une étude au cas par cas. C'est pour ça qu'il est essentiel que l'entreprise ait un échange avec son conseiller. Donc, des cours de français pour un étranger ne peuvent pas être pris en charge par le FNE. Adaptation au poste. Ah non. Ben non. Est-ce que vous me confirmez que si au 1er octobre, une entreprise veut commencer sa formation et qu'elle a l'accord de son OPCO, c'est possible? Par contre, cela ne doit pas dépasser 12 mois après la demande. Oui, c'est 12 mois maximum et dans la limite du 31/12/2024 également. Si moins de 50 salariés, mais chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros, peut-on entrer dans la catégorie des 50-249? Ah non, du coup. Donc là, les conseillers sont là ils ont des outils à leur disposition, notamment un simulateur, et ils calculeront le taux d'intensité applicable à l'entreprise avec l'entreprise. On peut pas vraiment, là aussi, c'est du cas par cas, plein de choses qui rentrent en jeu. Quelle différence entre frais de salaire et frais de rémunération? C'est la même chose, hein, c'est les frais de salaire, c'est la rémunération. Bonjour, pourrez-vous détailler les différents périmètres éligibles et les extensions possibles, car nous ne comprenons pas les grands thèmes
Mais cela est très vaste. Cela veut-il dire que les programmes peuvent également être larges? Pas tout. Vous pouvez détailler les différents Je ne sais pas trop quoi répondre là, très sincèrement. Oui, c'est ce que tu disais à l'instant, hein, Stéphanie, sur le fait que oui, les thèmes sont larges, mais c'est pour ça qu'on demande un argumentaire très détaillé à chaque fois à quoi l'action, à quelle priorité elle se rapporte, et de le détailler pour vraiment le rapprocher de cette transition-là. C'est pas exhaustif, en fait, l'éligibilité Non, n'est pas exhaustive. la situation de l'entreprise va expliquer le besoin et la priorité qu'on répond bien à une des priorités du FNE. Donc, on ne peut pas généraliser, c'est trop compliqué là. Qu'est-ce qui est couvert dans les frais annexes? Donc la question a été posée avant qu'on en parle. Les frais annexes. Les annexes, c'est déplacement, hébergement, restauration. Donc, ils ne seront pas pris en charge pour OPCO-EP dans le cas du FNE. Est-ce que le FNE est accessible aux associations qui ont des salariés? Bien sûr. En fait, je vais vous reprendre. Vous avez le question-réponse de la DGEFP dans lequel il est dit que quelles sont les entreprises éligibles. Sont éligibles au financement d'actions de formation par le FNE l'ensemble des entités exerçant une activité économique, y compris celles exerçant une activité artisanale ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique, etc. etc. Donc, oui. Et que devient les formations dont l'objectif est adaptation et développement des compétences des salariés pour des professionnels de petite enfance? Alors, tu peux la redire. Et que devient les formations dont l'objectif est adaptation et développement des compétences des salariés pour des professionnels de petite enfance? Bien, alors, le FNE n'est pas une enveloppe exclusive pour financer les formations au titre du plan de développement des compétences. À côté, il y a les financements des branches, les fonds légaux, il y a aussi des contributions conventionnelles suivant les branches, et il peut y avoir d'autres sources de financement ou de cofinancement. Si aucune épreuve des JO se déroule dans notre ville, mais que les entreprises veulent se former à l'anglais pour les touristes et que le JO vont gérer, est-ce envisageable? Idem pour le rugby. Il va falloir quand même que l'entreprise démontre bien qu'elle va avoir un afflux de touristes hyper important et que par conséquent, il est nécessaire pour son entreprise que ses salariés soient formés aux langues étrangères. On ne peut pas... C'est pas si évident que ça, quoi. Donc, il va falloir le justifier, quoi. Il faut réellement que les JO aient un impact sur l'entreprise, sur le boucher, sur la coiffeuse, sur l'esthéticienne. Est-ce que les contrats civiques sont éligibles? Non, ce sont des contrats aidés et les contrats civiques ne relèvent pas d'OPCO-EP. Un dossier déposé en 2023, mais avec un début de formation en 2024, est bien éligible? Oui, tout à fait. La formation, elle peut se dérouler tout ou partie en 2024. Il faut payer les 30% avant d'avoir un accord? Ah, tout à fait. On doit avoir 100% du financement assuré pour pouvoir envoyer l'accord de prise en charge. Donc, effectivement, comment ça va se passer? C'est le dossier est instruit, l'entreprise dépose sa demande, on engage, on fait réserver les fonds correspondant à 70%. Nos équipes administratives envoient l'appel de fonds en versement volontaire. À réception, il est enregistré et ce n'est qu'après que l'accord de prise en charge est édité. Bonjour, pourrez-vous préciser si les transitions managériales et organisationnelles font partie du scope FNE? Si c'est du management digital, j'ai envie de dire oui, voilà, toujours pareil. Il faut faire le lien avec les 3 priorités du FNE, transition écologique, transition numérique, transition alimentaire et agricole. Le dispositif FNE est-il activable quel que soit l'OPCO de l'entreprise? Nos clients relèvent de tous les OPCO différents. Tous les OPCO ont reçu une enveloppe au titre du FNE Formation 2023. Donc, nous sommes au 11, donc on a tous une enveloppe et il faut savoir que sur le FNE Formation, tous les OPCO sont solidaires et que nous avons une rencontre avec la DGEFP à minima une fois par trimestre. Et nous renvoyons
un tableau de données consolidé à la DGEFP tous les 5 du mois. Ces données tous les 5 du mois, et dans ces données vont notamment apparaître évidemment les entreprises bénéficiaires, les thématiques de formation qui ont été retenues, les priorités. Également ressortent les organismes de formation afférents à ces demandes, etc., etc. Et ça va permettre également justement de faire des regroupements, notamment sur les groupes et les grandes entreprises, et des regroupements également d'organismes de formation. Qu'entendez-vous par programme détaillé? Objectifs pédagogiques, détail horaire des cours, TD, intitulé des cours? Je vous renvoie vers la définition de ce qu'on a, de la loi, de ce qu'on entend par une action de formation. Et donc, effectivement, un programme de formation avec juste 3 lignes, on va demander qu'ils soient un peu plus détaillés. Il faut que ça puisse vraiment, qu'on puisse voir à travers le programme de formation réellement ce qui va être acquis par le salarié. Donc, c'est un programme, c'est la définition classique du programme de formation. Doit-il apparaître un logo FNE sur les feuilles d'émargement ou les attestations de formation? Non, alors il n'y a pas de logo FNE. Il n'y a pas de logo FNE. Par contre, on ne vous l'imposera pas, mais si vous mettez le logo du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, ça va être encore mieux. Fiche de salaire de tous les mois de la formation. Si la formation se fait sur 6 mois, il faut la fiche de salaire pour les 6 mois? Oui. Tout à fait. Quel est le taux horaire? Quel est le plafond journalier par stagiaire? Je fais les deux en un. C'est-à-dire sur le coût pédagogique ou sur… donc, on l'a vu sur la rémunération, sur le forfait salaire, c'est 12 € hors taxe par heure par salarié. Je pense que la question, c'est sur le CP. Donc, c'est sur le coût pédagogique. Il n'y a pas de taux horaire au plafond. Ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'on considère que le coût est un tarif appliqué et correct ou pas? Donc, alors, je vais vous donner un exemple par rapport à ça. Je vais vous donner un exemple. On a, pendant le Covid, la période de Covid, le FNE 2020-2021, on avait plus ou moins tous en tête un taux plafond de 80 € par heure par salarié. Ce taux, il est juste indicatif, il ne va pas nous permettre c'est pas ce qui nous permet de juger qu'un coût horaire est élevé ou pas, et ça ne va pas faire l'objet d'un refus parce qu'on a une formation qui est au-delà de 80 €. Si on a une formation qui se déroule en intra, dans l'entreprise, avec un seul stagiaire, avec une formation qui sera très, très technique, un formateur dont les compétences, on va dire, sont rares, qui vraiment produit une formation sur mesure, on peut dire que même un taux à 100 € de l'heure multiplié par 7 heures de formation, 700 € au jour, c'est un coût qui sera tout à fait acceptable. Par contre, je vais vous en donner un autre exemple à l'inverse. On va imaginer qu'on a un coût de 60 € par heure par salarié et qu'on a un coût groupe, l'entreprise, même si au niveau de l'OPCO, on va étudier le taux horaire à la maille stagiaire, l'entreprise, elle forme 10 salariés en même temps sur le même groupe. Donc, on va avoir 10 stagiaires. À 60 € de l'heure, ça fait un coût heure pour l'organisme de formation à 600 €. Et si on multiplie par 7 heures de formation, on est à 4 200 € par jour. On pourra peut-être considérer, suivant la thématique, suivant les modalités de formation, suivant le contenu de formation, etc., que le coût serait peut-être un peu élevé. Dans ce cas-là, l'OPCO va demander à l'organisme de formation de bien vouloir justifier par écrit son coût. Et ce n'est qu'après, en fonction de ce qu'aura avancé l'organisme de formation, qu'on va accepter ou refuser un coût sur un motif que le coût est trop élevé. Donc, c'est vraiment du cas par cas, parce il faut vraiment tenir compte du contenu de formation, du nombre de salariés formés, etc., etc. Et puis, je vais vous rappeler, ça rebondira un petit peu sur la question tout à l'heure sur les entreprises des services à la personne et des autres formations à mettre en œuvre. Je vous rappelle que l'entreprise, elle a l'obligation de former ses salariés. C'est une obligation qui a été fixée par la loi, mais cette obligation, elle n'est pas conditionnée par une prise en charge par l'OPCO.
l'entreprise, s'il n'y a pas de prise en charge possible de l'OPCO, elle va pouvoir traiter sans aucun problème en direct avec un prestataire de formation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. On peut prendre peut-être une autre question. Combien de temps faut-il pour la validation d'un dossier? Là, ce que je peux vous dire, c'est que nos équipes, elles sont fortement mobilisées et que le FNE et les dossiers FNE seront traités en priorité. Donc, entre le moment où l'entreprise fait part de son besoin, présente son dossier de demande de subvention à son conseiller, il va se passer au moins 15 jours, voire un petit peu plus, jusqu'à l'envoi de l'accord de prise en charge, puisque vous l'avez vu, il faut aussi qu'il y ait un appel de fonds derrière et il faut qu'on réceptionne de cet appel de fonds pour envoyer l'accord. Quoi qu'il en soit, toutes les demandes devront être engagées au 22/12/2023. Donc, au plus tard, après le 22/12, toutes les demandes déposées auront reçu leur accord. Y a-t-il un engagement qu'on a pris et qu'on doit tenir, quoi. Y a-t-il un nombre d'heures minimum requis? Il n'y a pas de nombre d'heures minimum requis. Cela dit, une formation qui dure qu'une demi-journée, 3 heures, on pourrait penser qu'il s'agit avant tout d'une action d'information, de sensibilisation des salariés et non pas d'une véritable action de formation avec une montée en compétences et l'acquisition de véritables savoir-faire. Donc, là aussi, tout dépendra du contenu de formation. La VAE est-elle incluse dans le FNE? Non. Non. Un organisme qui a le tiers déclarant peut-il faire la demande pour l'entreprise? À condition qu'entre-temps, l'entreprise ait vu son conseiller, qu'elle lui ait présenté le dossier de demande de subvention, que ce dossier ait été visé par le responsable projet en région et retransmis à l'entreprise, et que l'entreprise accepte de faire suivre ce dossier à son organisme de formation pour qu'il dépose donc la demande complète sur l'espace Mes services en ligne avec le programme, la convention, etc. Dans le cadre de la transition, le prestataire de formation ne peut pas déposer en direct parce que s'il dépose en direct l'ensemble des pièces et qu'elle n'ait pas encore été visée par le responsable projet en région, que l'entreprise n'a pas encore eu un échange avec son conseiller, le dossier sera mis en non-conformité. Ça ne veut pas dire refuser non-conformité, une non-conformité, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on repasse par la case conseiller avant qu'on puisse valider définitivement la demande. Nous avons l'obligation, on s'est engagé auprès des services de l'État, que l'entreprise a été très bien informée, qu'elle a été accompagnée pour monter sa demande de subvention. Donc, il est impératif de passer par la case rencontre entre le conseiller et son entreprise. Dans le cadre de la transition numérique, vous avez exclu la formation à une nouvelle version d'un logiciel. Qu'en est-il pour la formation à un nouveau logiciel? Alors, je vais prendre l'exemple d'un ERP. Si l'entreprise, elle part d'une copie blanche, elle travaille et qu'à partir de fichiers Excel et qu'elle investit dans un ERP qui nécessite une formation un petit peu lourde, et donc cet ERP, il va entraîner une véritable transformation de ses process, de production, de gestion administrative, etc. Donc, un virage numérique important. Dans ce cas-là, ça va pouvoir être éligible. Mais, enfin, j'insiste, c'est vraiment du cas par cas. Chaque situation d'entreprise, chaque action de formation doit être analysée avec le conseiller. Prochaine question, je vais la prendre, Stéphanie. Est-il possible de payer les 30% restants avec le plan de développement des compétences? Du coup, non, c'est pas possible parce que le plan de développement des compétences, c'est des fonds publics. Et du coup, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure que au vu de la réglementation des aides d'État, on ne peut pas aller au-delà de 70% d'aide publique. Donc, la contrepartie des 30% doit être impérativement privée, de nature privée, oui. Donc versement volontaire. Je vois une question de Jean. Un abonnement à la convention de formation est-il envisageable le cas où un stagiaire quitterait l'entreprise pendant une formation utilisée du FNE? Déjà, même si c'est l'entreprise, si le stagiaire quitte la formation, il va y avoir une sous-réalisation. On ne peut pas rajouter un autre stagiaire à sa place.
Dans ce cas-là, l'entreprise va faire une nouvelle demande pour un nouveau stagiaire. À partir du moment où on a engagé les fonds, on ne peut plus rien modifier. Faut-il prendre un rendez-vous avec le CEF de l'entreprise pour faire valider le projet de formation FNE? Avec le CEF. C'est-à-dire, vous, en tant que prestataire de formation, qui prenez rendez-vous avec le conseiller en formation, le rendez-vous, il est entre l'entreprise et le conseiller. Après, pourquoi pas imaginer des rendez-vous tripartites, dès lors qu'une entreprise a un projet important avec votre prestataire, pourquoi pas? Mais quoi qu'il en soit, il doit y avoir un échange entre l'entreprise et son conseiller. Oui, CEF, conseiller en formation. Ce n'est pas à l'organisme de formation de prendre rendez-vous avec le conseiller. Est-ce qu'un projet de formation sur bilan carbone répond au FNE transition écologique? Je dirais a priori oui, mais tout dépendra du contenu vraiment précis de formation, du contenu de formation. Je représente un centre de formation. J'aimerais connaître les conditions d'envoi de sa proposition de formation, par exemple la date limite de dépôt d'un dossier. La date limite de dépôt d'un dossier, c'est le 30 novembre 2023. Est-ce que le FNE peut prendre en charge une formation interne? C'est possible. C'est possible, mais donc dans ce cas-là, la formation interne, quand on parle de formation interne, c'est la formation d'un salarié de l'entreprise par un autre salarié de l'entreprise. Le forfait rémunération à hauteur de 12 € de l'heure va être pris en charge pour calculer le coût pédagogique correspondant au salaire du salarié formateur. Donc, sur les cas de formation interne, ça serait trop long à développer aujourd'hui. Donc, s'il y a une entreprise, vous connaissez une entreprise qui a des besoins en ce sens, son conseiller l'aidera à préparer sa demande. Pouvons-nous faire une demande de financement après le 30 novembre, du coup, ça a été répondu. Ah non, ça sera en plus, au-delà du 31/12/2023. Alors, aucun OPCO va jusqu'au 31/12/2023 pour engager ses dossiers, puisque on arrête tous entre mi-décembre et fin décembre. On doit avoir engagé tous les fonds FNE formation avant le 31/12/2023. Si on n'a pas pu engager la totalité des fonds, il n'est pas question à ce jour d'un report de l'enveloppe sur 2024. La DGEFP ne nous a pas fait part de cette possibilité-là. Mais concrètement, comment s'appliquent ces règles de libre concurrence émises par la Commission européenne? Quels principes posent-elles qui s'appliquent au RGEC? Je ne suis pas sûre de comprendre la tournure de la question, mais je pense que ça fait référence à ce qu'on a dit, c'est-à-dire que le RGEC fait état des aides d'État qui sont considérées comme n'affectant pas le libre-échange entre les États membres, mais du coup, il y a des règles, à savoir le taux d'intensité de dette publique qui est limité en fonction de la taille et du chiffre d'affaires des entreprises. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je ne suis pas sûre d'avoir compris cette tournure. N'hésitez pas à compléter la personne Jean V si je n'ai pas répondu. Y a-t-il un minimum de personnes à inscrire pour une formation en FNE où une seule personne peut participer à ce dispositif? Tout à fait. À partir d'un stagiaire. C'est 70% des 12 € de l'heure ou 12 € de l'heure à 100%? Non. Le taux d'intervention, il est pris en charge sur l'ensemble du coût de formation. Donc, vous prenez le coût pédagogique plus le forfait rémunération et on applique 70% de l'ensemble. Donc, c'est 70% de 12 € au final. Alors, 70, 60 ou 50. Si un salarié manque à l'appel ou en partie, en tant qu'organisme de formation, je ne peux pas me permettre de mettre 10 heures de formation alors qu'il a en fait 0 ou 6 heures. Cela se passe comment pour l'entreprise? Alors, attends, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Si un salarié manque à l'appel ou en partie, en tant qu'organisme de formation, je ne peux pas me permettre de mettre 10 heures de formation alors qu'il en a fait 0 ou 6 heures. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je pense que ce sera la dernière question auquel nous répondrons parce que je vois qu'il est déjà 15h29. Donc, je vais répondre. Donc, la convention de formation, le devis qui est signé entre le prestataire de formation et l'entreprise, ça relève d'une relation privée entre un organisme de formation et l'entreprise. Et donc, c'est une modalité d'achat.
Donc, en aucun cas, ce document ne pourra être opposable à l'OPCO. L'entreprise, elle est notamment libre de négocier avec l'organisme de formation un coût groupe. Cela dit, l'OPCO, quoi qu'il en soit, dans son système d'information, va saisir un coût horaire par salarié. Et je vous rappelle que c'est à l'entreprise de s'assurer que les salariés qu'elle a inscrits en formation partent bien en formation et selon les conditions de prise en charge qu'elle a demandées à l'OPCO et qui lui ont été accordées. L'OPCO n'est pas du tout responsable de l'absence des stagiaires, ni l'organisme de formation d'ailleurs. Donc, quoi qu'il en soit, s'il y a eu un stagiaire absent, il y en avait 10 de prévus, il y en a 9 de présents, la facturation de l'organisme de formation, elle devrait être conforme, c'est-à-dire qu'elle ne pourra faire apparaître que les 9 salariés qui ont participé. Donc, vous allez proratiser au regard de votre devis votre facture. Ça veut dire que vous allez proratiser votre devis. Par contre, après, à vous de voir si vous refacturez l'absence à l'entreprise ou pas. Voilà, ça, en tout cas, l'OPCO ne payera que sur les heures réellement réalisées sur la base d'un coût horaire stagiaire. Du coup, Stéphanie, tu veux qu'on... Comment ça se passe en arrêt maladie? J'en ai un dernier d'un salarié, ce n'est pas prévisible. Oui, c'est pas prévisible, mais du coup, il ne peut pas réaliser l'action de formation, à moins que l'action n'ait pas démarré, que l'entreprise nous prévienne et donc que la date soit décalée. Et dans ce cas-là, on ne peut pas payer, même s'il est en arrêt maladie, nous ne pouvons pas payer des heures qui n'ont pas été réalisées. Voilà. Donc, je pense, enfin, je suis désolée, mais j'espère qu'on a essayé de répondre à un maximum de questions. Avec Anouk, on va reprendre toutes vos questions et vous pourrez les consulter dans le chat. Vous aurez aussi accès à un replay. Donc, je suis désolée, on va devoir clore cette rencontre. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation et on est en attente des demandes des entreprises et on sait très bien que vous êtes là. Vous apporterez un premier niveau d'information aux entreprises et c'est très important. C'est pour cela aussi qu'on tenait à vous faire part de cette rencontre. Merci beaucoup. Je vais donner le clap de fin. Si vous me... Voilà. Merci. Au revoir. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir.